Bienvenue sur Medi 1 pour le décryptage de l'actualité sanitaire dans Hebdo Santé. Dans ce numéro, nous parlons de lutte contre la mortalité maternelle, les sages-femmes en première ligne pour en réduire le taux, mieux pour mettre fin d'ici à 2030 sur le continent. Et deux sages-femmes avec nous pour en parler. Madame Kadi Diasso, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sage-femme, enseignante à la retraite et également présidente de l'ONG Sauvons deux vies. Alors, deux vies, sauvons deux vies, pourquoi? Sauvons deux vies, c'est la vie de la mère et de l'enfant. Mais en plus, les gens nous demandent pourquoi pas trois vies, parce qu'il y a des jumelés, il y a des triplés et tout et tout. Justement, oui. Nous parlons du contenu de l'utérus de la matrice. S'il y a 2, 3, 4, jusqu'à 9 maintenant, tout ceci est une entité, en plus la maman. Donc l'entité de la matrice plus la maman, ça fait les deux vies que nous voulons sauver. D'accord, on comprendra donc tout à l'heure pourquoi est-ce que vous avez décidé de sauver ces deux vies. Nous sommes également sur ce plateau avec Madame Kangoute Fofana Maïmouna. Bonjour Madame. Bonjour. Alors vous êtes sage-femme spécialiste, enseignante et secrétaire générale du syndicat des sages-femmes et maïeuticiens de Côte d'Ivoire. Alors il faut mentionner également que vous êtes manager des services de santé. Exactement. Alors, les sages-femmes et maïeuticiens, on en compte combien aujourd'hui en Côte d'Ivoire? On va dire qu'on est environ 7000 professionnels sages-femmes en ce moment. La première promotion de maïeuticiens sortira cette année. Elle n'est pas encore sur le terrain. D'accord, les maïeuticiens, il faut dire que ce sont... C'est des hommes qui vont exercer la profession de sage-femme. Donc, ceux-là sont appelés maïeuticiens. Maïeuticiens, d'accord. En tout cas, très sincèrement, merci à toutes les deux pour l'honneur que vous nous faites d'être sur ce plateau. Nous allons commencer par la situation de la mortalité maternelle en Côte d'Ivoire et en Afrique. Quelle est la situation? Quels sont les chiffres qu'on a aujourd'hui? En Côte d'Ivoire, la situation, on peut dire, elle est un peu déplorable. Elle a 614 décès pour 100 000 naissances vivantes. C'est trop. C'est trop. Quand vous dites c'est trop? C'est trop par rapport à tous les acquis que nous avons. C'est trop par rapport à tout l'effort qui est fait de part et d'autre, le gouvernement, les acteurs du terrain. Et nous voyons que ce taux, il est têtu, il ne descend pas. Depuis 2012, nous sommes à 614 décès, chiffre donné par l'EDS. Et par rapport aux autres pays africains? Bon, le Sénégal, par exemple, si je me réfère au lancement de la qualité des soins en 1996, où j'étais responsable qualité au ministère de la Santé. Après ce lancement, beaucoup de pays ont évolué. Le Sénégal, par exemple, ils sont à 315 décès pour 100 000 naissances. Le Burkina à 332 ou 350 par là. Et la Guinée aussi, ils sont tous descendus et nous, on est toujours à 614 décès. Nous voyons que vraiment le taux est élevé par rapport à la Côte d'Ivoire et par rapport à l'Afrique. D'accord. Alors, Madame Fofana, quelles sont les causes justement de ces décès maternels, de cette mortalité maternelle dont le taux est quand même élevé, comme vient de dire Madame So? Mais beaucoup de causes sont à la base de ces nombreux décès maternels. On a les causes obstétricales directes, qui sont des situations qui surviennent pendant la grossesse, au cours du travail et juste après l'accouchement. Et donc ces causes-là sont des situations qui, lorsqu'elles surviennent, sont des urgences extrêmes et assez souvent on n'arrive pas à y faire face. Donc certains facteurs vont favoriser la survenue de ces causes-là qui sont entre autres les hémorragies, les éclampsies et puis le travail dystocique, donc le travail qui se complique pendant qu'il est en cours. Et puis on a aussi les infections. Donc ces différentes causes-là sont parfois sous-tendues par un certain nombre de facteurs qui sont des retards dans la prise de décision, une mauvaise appréciation de la situation même d'urgence dans laquelle la femme est, et puis le retard dans l'engagement même de la communauté. Et
aussi tout ce qui va encadrer la prise de décision, comme la décision d'évacuation de ces personnes-là. Vous allez voir qu'on n'a pas toujours de bonnes routes, on n'a pas toujours des ambulances au moment où il faut, et la communauté n'a pas toujours les moyens pour participer à cette évacuation-là, parce qu'elle n'est pas totalement gratuite, contrairement à ce que souvent les populations croient. Il y a aussi une petite participation qu'on attend d'elles. Lorsque, par exemple, on décide d'évacuer une femme, il faut qu'ils puissent payer les frais du carburant pour que l'ambulance se déplace. Et très souvent, c'est difficile pour les ménages de faire face à cela. D'accord. On comprend donc que les autres facteurs, je vais dire, peuvent qualifier donc de moyens. Mais quelle est la part de responsabilité du personnel soignant? En termes de responsabilité, peut-être que la faute qui pourrait nous être imputée, c'est, comme je le disais tout à l'heure, la méconnaissance des situations de danger. Voilà, on peut avoir un déficit de compétences pour bien apprécier la situation dans laquelle la femme est et donc ne pas pouvoir prendre la décision au moment opportun. Et si on ne prend pas vite la décision, dans le cas d'une femme qui présente par exemple une hémorragie, vous avez 2 heures pour la sauver, une hémorragie au cou de l'œuf. Vous avez 2 heures. Et si pendant ces 2 heures-là, la décision n'a pas été vite prise, vous perdez assez rapidement cette femme-là. Donc voici un peu ce qui pourrait nous être imputable et pour lequel des structures comme l'ONG Seconde Vie s'est engagée pour former les sages-femmes sur le terrain, pour améliorer leurs compétences sur le terrain, pour qu'on puisse agir justement sur les facteurs qui vont favoriser. D'accord, on va arriver donc dans les actions parce qu'on verra un peu, vous en tant que syndicat, si effectivement vous donnez de la voix pour qu'on puisse améliorer le plateau technique, pour qu'on puisse certainement avoir des ambulances, parce que vous avez parlé de retard dans la prise de décision ou alors dans l'évacuation. Alors, vous, Madame So, parlons donc toujours de causes. Madame Fofana en a énuméré, mais est-ce qu'on peut revenir sur les causes? En plus de ce qu'elle a évoqué, il y a les infrastructures souvent qui sont inadéquates, il y a les médicaments de première nécessité qui ne sont pas toujours à portée de main, il y a le matériel souvent un peu défaillant. Donc la sage-femme qui a une méconnaissance de certaines choses, en plus de ce plateau technique défaillant, c'est sûr que le problème ne fera que s'agrandir. D'accord. Sinon, ce sont des décès évitables. Oui. Alors, si la décision est prise à temps et qu'elle a tout ce qu'il faut pour exécuter, on peut éviter. Alors, la question donc a été posée aux populations. Quelle est la responsabilité, selon vous, donc, des sages-femmes pour lutter contre la mortalité maternelle? Et qu'est-ce que les sages-femmes peuvent faire pour effectivement lutter contre la mortalité maternelle? Eh bien, notre reporter Ferdinand Kouakou a recueilli donc quelques attentes. Nous allons les écouter. Lorsqu'une femme enceinte se rend, que ce soit en clinique, que ce soit dans un centre privé, public, pardon, que ce soit public ou privé, on attend un accueil chaleureux. Lorsqu'on se sent bien accueilli, déjà, ça nous aide à mieux supporter la douleur. Donc, c'est l'accueil. Elles sont vraiment un peu difficiles. Elles sont un peu difficiles. On a quoi avoir pitié, c'est tout. L'accouchement, ce n'est pas facile. Alors, vraiment, il faut avoir pitié de la femme. Ce que j'attends des sages-femmes, vraiment qu'elles prennent leur travail au sérieux, surtout qu'elles aiment leur travail. Parce que si tu n'aimes pas ton travail, je me dis que déjà, c'est le manque d'amour du travail. Parce que quand tu aimes ton travail, tu fais tout pour que toutes les choses soient parfaites. Généralement, que ce soit pour l'accouchement ou pas, quand on va à l'hôpital, on a tendance à dire « je veux voir tel médecin ». Parce qu'on se dit il est plus ouvert, il est plus accueillant, il ne se fâche pas vite. Elles ont reçu des formations, ce qu'on leur dit là. Il faudrait qu'elles acceptent de le faire. Il ne faut pas qu'elles vont traiter leurs semblables qui souffrent. Parce qu'une femme qui porte une grossesse, c'est déjà une malade. Est-ce faux? Parce qu'elle ne sait pas ce qui peut arriver. Donc si tu ne lui donnes pas la force de pouvoir passer cette étape-là, ça veut dire que
Le métier que tu as choisi là, tu l'as choisi pour rien. Ce que je souhaiterais aux femmes, c'est d'abord aimer les métiers parce que la vie des femmes en dépend, surtout des enfants qui viennent de naître. Voici donc, mesdames, quelques attentes des populations. Est-ce que vous avez le sentiment que les sages-femmes sont incomprises? Bon, il y a un peu ça. Il y a un peu ça parce que, comme elle a dit tantôt, le taux de ratio est très bas. Quand vous parlez de taux de ratio... Nous avons une sage-femme pour au moins 900 à 1000 parturientes. D'accord. Madame Fofana l'a dit, en Côte d'Ivoire, on en a 7000, c'est ça? Oui. 7000 environ. Oui. Voilà. Oui. Et officiellement, le ratio, c'est une sage-femme pour 990 parturientes. C'est beaucoup. Et ces femmes, quand elles viennent à leur permanence ou à la garde, elle est accueillante. Mais c'est comme on le dit, c'est pas pour défendre l'infantable, mais c'est des êtres humains. Quand elle arrive à un certain moment de la journée ou bien de la soirée, elle est épuisée si elle est seule. Donc je pense que les responsabilités sont partagées. Il faut qu'on forme des sages-femmes, non seulement en nombre, mais en qualité, pour pouvoir subvenir à bouter ces problèmes-là. Et puis en plus, quand elle parle d'accueil et tout, bon, l'école fait un effort, mais on souhaiterait, moi à l'époque j'avais proposé qu'on fasse même des fiches techniques. Par exemple, quand les élèves finissent le concours, ils aient à être soumis à des, comment dirais ça, des tests psychotechniques pour voir si la personne psychologiquement est apte à embrasser ce métier, qui est un métier noble, qui demande qu'on soit endurant, qui demande qu'on ait beaucoup d'amour à partager. Que si on n'a pas cet amour-là, qu'on n'aime pas son prochain, on ne peut pas exercer ce métier. Alors vous l'avez suggéré, mais est-ce que c'est fait? Non. Bon, pour le moment, ce n'est pas encore fait. Je pense qu'avec le temps, plein d'organismes interviennent dans la formation. Les choses bougent. Je pense qu'un jour, on y arrivera. D'accord. Alors, vous qui êtes le syndicat, est-ce que vous êtes quand même regardant sur l'exercice de cette profession? Bien entendu, notre rôle, ce n'est pas seulement de défendre les sages-femmes, mais vous êtes plus à l'aise de défendre des personnes qui font leur travail avec professionnalisme. Et c'est à ça que nous sommes engagés. Bien souvent, on a l'impression que le syndicat il passe son temps à défendre l'indéfendable. Non, nous tapons sur la table. Nous tapons sur la table bien souvent quand nous sommes sur le terrain, quand nous allons rencontrer nos membres, nous ne sommes pas très tendres avec elles. Parce que aussi, il faut, comme elle l'a dit, il faut situer les responsabilités. Chacun doit faire sa part. Et donc, nous nous engageons auprès des parties prenantes, nous nous engageons auprès des décideurs pour que ces difficultés en termes d'infrastructures, de plateaux techniques, de matériel, d'environnement de travail, que ces choses soient améliorées. Et d'ailleurs, vous avez constaté, nous avons participé à une émission où nous avons dénoncé le fait que le CHU de Treichville était fermé depuis plus de 4 ans, alors qu'au départ, on devait faire ces travaux-là pour juste quelques mois. Mais ça a apporté des fruits parce que les jours qui ont suivi, le ministre a pris la pleine mesure de la situation et puis a engagé des travaux. Dieu merci, aujourd'hui, le CHU de Treichville, la maternité en tout cas, est ouverte et fonctionne. Malheureusement, à côté de ça, il y en a d'autres qui ferment pendant ce temps. C'est le cas du CHU de Cocody, où la salle d'accouchement est fermée. C'est le cas de l'hôpital d'Abobo Sud qui est aussi fermé. Et pendant ce temps-là, toutes ces populations-là, où est-ce qu'elles se déversent? C'est difficile. Donc notre plaidoyer au quotidien auprès du ministère, c'est de faire en sorte que ces choses soient prises en compte. Et je pense que beaucoup d'efforts sont en train d'être faits. Notre dernière rencontre avec le cabinet même remonte à pratiquement 1 mois, sinon moins de ça, où nous sommes allés poser justement tous les problèmes qui concernaient la gratuité de l'accouchement et de la césarienne. Parce qu'en réalité, tout n'est pas disponible pour qu'elle soit vraiment gratuite. Et ça pose des problèmes entre les populations et les sages-femmes. Alors, justement, dans l'entendement du ministère en instaurant la gratuité, c'était certainement pour faire baisser le taux de mortalité. Mais est-ce que vous pensez que ça fonctionnait, ça marche? Bon, peut-être c'était une stratégie, mais pour le moment, ça n'a pas fonctionné.
Parce que pour faire la gratuité, il faut que l'hôpital soit en mesure d'offrir tous les soins à 100% et que le plateau technique soit approprié. Bon, pour le moment, ce n'est pas ça. Et même les médicaments de première nécessité ne sont pas abordables. Ce n'est pas sur place qu'on peut les avoir. Souvent, une femme vient, elle a un danger, on lui fait une ordonnance. Le temps que les parents se concertent, qu'ils trouvent quelque chose et qu'ils aillent à une pharmacie et puis revenir, déjà on est arrivé à un seuil un peu pitoyable. D'accord. Alors, l'objectif de cette émission, c'est d'envisager des solutions. Étant donné que la sage-femme, vous êtes des donneuses de vie, c'est vous qui êtes donc dans les salles d'accouchement. Comment permettre donc aux sages-femmes d'être efficaces dans la lutte contre la mortalité maternelle? Vous qui êtes en première ligne, alors, vous, dans ce sens-là, qu'est-ce que vous faites, l'ONG Sauvons de Vie? L'ONG Sauvons de Vie, on a commencé d'abord par l'école. On a signé une convention avec l'école pour pouvoir suivre les étudiants sur le terrain. Parce qu'il faut reconnaître qu'ils reçoivent les cours théoriques bien, mais la partie clinique sur le terrain est un peu à désirer. Parce qu'il n'y a pas assez d'enseignants pour suivre le nombre d'étudiants sur le terrain. Donc nous luttons pour que les étudiants qui viennent sur le terrain puissent avoir une tutrice, parce qu'on a nommé ce projet-là le tutorat, c'est-à-dire les tutrices sages-femmes qui sont aguerries, qui les coachent pour qu'elles puissent mieux apprendre leur métier pour être plus... Les tutrices vont servir à quoi? À imprégner les apprenantes. Les apprenantes, voilà, véritablement dans le métier. Dans le métier. Leur partager leur expérience. Et puis maintenant, il y a un cahier de charges qui vient de l'école. On dit par exemple, une étudiante qui vient en salle d'accouchement comme apprenante, nous, on les coach par rapport à l'accouchement, par rapport à la délivrance, par rapport à l'examen du placenta. En fait, tout ce qui concerne l'accouchement, il faut qu'elle le sache proprement avant d'aller à l'école. Vous pensez que certaines erreurs sont dues au manque d'expérience, Mme Fofana? Il peut arriver qu'il y ait un manque de compétences chez les sages-femmes. Ça, c'est tout à fait normal. Quand on est en apprentissage, il y a des choses qu'on maîtrise un peu plus rapidement que d'autres. Donc, on ne dit pas que lorsque une sage-femme sort de l'école et elle maîtrise tout, on lui donne les compétences théoriques. Mais vous savez que dans le domaine de la santé, on travaille sur les hommes. Chaque personne est unique en son genre. Donc, même, il n'y a pas de solution miracle pour toutes les situations. Voilà, il y a une base qui est donnée et c'est sur cette base-là que tout le monde va travailler. Et puis bon, à côté de ça, il y a le savoir-être même de la personne qui va jouer. Comme quelqu'un le disait tout à l'heure, dans l'élément que nous avons vu, il y a des attentes et c'est des attentes légitimes. Hein. C'est des attentes légitimes, pardon. Quand vous arrivez en salle d'accouchement, dans une situation de douleur, c'est normal. Il y a une certaine sensibilité et nous la comprenons aisément. Et nous travaillons d'ailleurs à ce que ces personnes-là qui viennent puissent nous sentir peut-être plus humaines parce qu'elles ont l'impression qu'on n'est pas assez humaines. Peut-être parce qu'on maîtrise mieux la physiologie, on a des attitudes qui leur donnent l'impression qu'on ne compatit pas. Non, c'est pas ça. Compatir, assister la femme, c'est pas forcément se mettre à sa place, mais c'est avoir de l'empathie. C'est avoir de l'empathie, comprendre ce qu'elle vit et l'aider. Vous savez, assez souvent, les gens disent « Ah, les sages-femmes, quand on va, elles nous maltraitent. » Il y a un journaliste à l'époque qui avait été invité dans une salle d'accouchement et pendant que la femme poussait, il a tapé la dame. Et la sage-femme lui a dit « Mais monsieur, ne faites pas ça. » Il a dit « Mais vous ne voyez pas, elle va tuer son enfant. » Elle va tuer son enfant. C'est pour dire qu'il y a des réactions parfois qui surviennent dans l'objectif qu'on se fixe. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? On veut la secouer. C'est peut-être des gestes maladroits et que nous essayons de corriger, mais nous voulons vraiment qu'il y ait cette réconciliation entre la population et nous. Et nous sommes tout oui face à leurs préoccupations et nous nous engageons résolument vraiment à faire tout ce qu'il faut pour que ces personnes-là, quand elles viennent à l'hôpital, se sentent à l'aise. Parallèlement à ça aussi, nous faisons notre travail qui est d'attirer l'attention du ministère afin que les kits soient disponibles en quantité et en qualité
que les infrastructures soient réhabilitées rapidement et mises à la disposition des populations, que les plateaux techniques soient suffisants et aux normes, et que le personnel aussi soit suffisamment bien formé et que cette formation-là soit continue. Parce qu'on sort, la médecine est très évolutive, il faut après qu'on continue de renforcer ces capacités-là pour que les sages-femmes soient opérationnelles. D'accord, et qu'on ait donc de plus en plus de sages-femmes compétentes en nombre suffisant. Oui. En nombre suffisant, d'accord. Ça, c'est le rôle de vos syndicats. Oui. L'ONG Sauvons de Vie, vous avez parlé donc de formation, de sensibilisation, et au-delà? Au-delà, c'est les mêmes plaidoyers que nous faisons auprès du ministère et les bailleurs de fonds qui nous soutiennent avec des subventions. Donc, c'est les mêmes choses. L'amélioration du plateau technique. Et ce combat-là, vous l'avez commencé depuis combien de temps? Est-ce que vous avez observé un changement quand même notable? Oui, depuis 2011, nous sommes sur le terrain. Je pense qu'au début, c'était difficile, mais les organisations du système des Nations Unies avec lesquelles nous travaillons ont commencé à comprendre l'impact de nos actions sur le terrain. Ce qui fait que maintenant, ils sont très regardants par rapport à ce que nous faisons. Donc, ça nous met à l'aise. Et bon, on essaie de recruter au fur et à mesure des gens qu'on coach pour mettre sur le terrain. Et des sages-femmes expérimentées, qui sont à la retraite. Voilà, qui ont besoin d'un suivi encore, parce que, comme elle a dit, la science est très évolutive, elle n'est pas statique. Donc, quand elles viennent, on les fait faire des formations de mise à jour, et puis on les met sur le terrain. Alors, vous avez donné l'exemple du Sénégal, parlant donc de la situation épidémiologique. Il y a le taux de décès maternels là-bas est quand même assez bas. Mais est-ce que vous travaillez avec certainement d'autres organisations internationales des autres pays pour un partage d'expérience? Est-ce que vous le faites? Oui, par exemple, au Sénégal, j'ai assisté à un atelier international sur le consortium des soins, sur les soins humanisés. Donc, à partir de là, on a pris des contacts avec des ONG de là-bas, des associations de sages-femmes, et avec lesquelles nous communiquons. Oui, un peu comment est-ce qu'elles font? Oui. On a même signé une convention avec une ONG sénégalaise qu'on appelle le RAS. Et eux, ils travaillent beaucoup sur la santé maternelle et sur l'éducation des adolescents par rapport aux grossesses précoces non désirées. D'accord. Madame Fofana, est-ce que vous approchez d'autres syndicats, d'autres pays pour voir un peu leur exemple? Oui, bien sûr. Ce que vous devez savoir, c'est que le syndicat, il a pour rôle vraiment de lutter pour l'amélioration du cadre de vie, du cadre socio-professionnel de ses membres. Et c'est ça, c'est un rôle de défense. Un rôle de défense et un rôle de lutte pour, comme on dit ça, comme je le disais tout à l'heure, améliorer tout ce qui va permettre à la sage-femme d'être un peu plus motivée dans son cadre de travail, un peu plus motivée dans ses ressources financières, un peu plus motivée dans son environnement de vie et tout ça. C'est à cela que le syndicat y travaille. En plus de cela, comme je l'ai dit tantôt, il faut que le syndicat aussi s'implique dans un certain nombre de choses, parce que les personnes pour lesquelles nous luttons ne saurait exister si la population qui demande ces soins-là n'existe pas. Il y a sage-femme parce qu'il y a population en âge de procréer qui nous sollicite. Donc, nous travaillons avec d'autres structures et nous travaillons déjà avec toutes les structures de sage-femme ici en Côte d'Ivoire et nous travaillons aussi avec des structures de la sous-région et aussi à l'international pour qu'ensemble, on puisse faire ce partage-là qui va nous permettre de booster les choses en Côte d'Ivoire et permettre d'agir véritablement sur notre taux de décès maternels qui est vraiment encore alarmant. Alarmant. Bien sûr. 2030, c'est pas loin. C'est pas loin. On va donc faire le bilan concernant les objectifs du développement durable. C'est ça. Alors, qui demande à ce qu'on puisse, même si on ne parvient pas à mettre fin à la mortalité maternelle, mais diminuer drastiquement. Est-ce que vous croyez donc en ce recul d'ici à 2030? Bon, je crois, si on s'y met, si chacun est engagé de son côté. Par exemple, une des stratégies fiables pour la réduction, c'était la prévalence de la contraception. Et actuellement, on a un taux qui est très encourageant. faible. Non,
On avance à petits pas, mais il faut encore booster. Il faut encore booster. Et cette stratégie, je pense que si tout le monde le comprend, si on fait participer tout le monde, les leaders communautaires, les religieux, parce que souvent, par rapport à la contraception, les religieux, eux, ils sont un peu réticents. Donc, il y a un travail de fond à faire de leur côté. Donc, si on y parvient, je pense que d'ici 2030, on pourra avoir des taux satisfaisants. Madame Fofana. Oui. D'ici à 2030? D'ici à 2030, je pense que des rapports sont faits périodiquement et ces rapports-là devraient être exploités de sorte qu'on puisse répondre à ce qui se dégage de ces difficultés exprimées dans les rapports mensuels, les rapports trimestriels, les différentes revues de décès maternels qu'on fait. Je veux dire que tout ce qui est répertorié devrait pouvoir être adressé pour qu'on puisse véritablement mettre fin aux causes issues de ces rapports-là. Et à côté de cela aussi, je pense qu'il faut que les femmes puissent être autonomisées. On a parlé tantôt de certaines situations qui favorisent les décès maternels. Il faut qu'il y ait une autonomisation de la femme. Si la femme est autonome financièrement, elle pourra elle-même contribuer à sa prise en charge lorsqu'elle est dans ces situations de grossesse ou d'accouchement. Et à côté de cela aussi, il faut qu'on implique la communauté, parce que la communauté n'est pas souvent très bien impliquée. Peu d'hommes accompagnent leurs femmes lorsqu'elles sont en grossesse, alors que si l'homme est véritablement impliqué, qui comprend mieux la situation de grossesse et de tout ce qui va suivre, je pense que ça pourra beaucoup nous aider parce qu'ils vont tous s'impliquer à travers l'homme. C'est toute la famille, c'est toute la communauté. Et puis, à côté de cela, avec toutes les actions qui sont menées, notamment investir dans la sage-femme, qui est le slogan lancé par l'ICM, alors la Confédération internationale des sages-femmes. Je pense qu'il y a de l'espoir et à l'horizon 2030, on pourra faire un bilan certainement amélioré. D'accord. En tout cas, c'est sur ce message que nous allons mettre fin à cette émission. Merci à vous, Madame Kangoute Fofana Maïmouna. Je rappelle que vous êtes sage-femme spécialiste, enseignante et secrétaire générale du syndicat des sages-femmes et maïeuticiens de Côte d'Ivoire et également manager des services de santé. Également, merci et grand merci à vous, Madame Kadi Diasso. Vous êtes enseignante d'abord sage-femme et enseignante à la retraite et présidente de l'ONG Sauvons de vie. Merci pour toutes ces informations. Merci également à l'équipe de réalisation et surtout à vous pour l'intérêt que vous portez à Hebdo Santé. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un autre numéro toujours sur Média.